Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Amis internautes fidèles de ESAE TV, bonjour, bienvenue sur ESAE TV. Nous sommes le dimanche 23 mars 2025, il est 8 h, c'est l'heure de l'invité et nous allons démarrer cette émission tout de suite. Je suis déjà ici en plateau avec ma complice de tous les dimanches. Elle a pour nom Nasrine Fatoumbi. Nasrine, bonjour. Bonjour Kales Kitomo. Comment tu vas ce matin? Ça va, je rends grâce. Et le jeune musulman? Ça va, ça évolue. Rendons grâce. Et notre invité, lui aussi, il est déjà là avec nous. C'est un éminent journaliste. Il est enseignant et il est analyste politique. Il est là avec nous. Monsieur Didier Samson, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous. C'est un plaisir. C'est la première fois que je participe à cette émission, donc tout va se passer et très bien, je suppose. Non, mais c'est parce que nous savons que vous répondez à nos critères que nous avons invités. Nous savons je coche toutes les cases, c'est bien. Vous avez les ressources pour vraiment nourrir je ne sais pas, la curiosité de nos auditeurs. De nos internautes, mais très bien. Toujours en bonne compagnie avec donc Carlos et puis Nasrine. Je suis très content d'être avec vous. D'accord, le plaisir est partagé. Et tout de suite, nous allons mettre les pieds dans les plats et nous allons démarrer. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de toutes ces actions que le gouvernement Talon essaie de faire, de poser sur le terrain. Et à quelques mois, quelques semaines, je dirais, des prochaines élections générales. Je sais que dans 6-7 mois, les candidats à la présidentielle doivent déjà être connus. Et pendant cette période, le paysage il est presque vierge, on ne voit pas grand-chose. Mais nous voyons seulement le gouvernement qui est en activité. Et donc, nous allons, avec votre rapport, essayer de comprendre comment on peut expliquer que le pays soit comme il est actuellement. Il est très bien le pays. Ce n'est pas parce que les élections sont imminentes à venir que le gouvernement va arrêter d'agir. Un État, c'est une continuité. Donc, ce n'est pas les élections qui vont changer grand-chose. L'État continue et il y a une continuité de l'État. Et quel que soit le régime, le président qui va venir, les choses ne changeront pas fondamentalement. Le Bénin ne va pas se transformer, devenir je ne sais pas quoi. Donc, le gouvernement doit continuer d'agir. C'est ce qu'ils font et ils font bien. Il ne faut pas arrêter. Sinon, non, ça continue. Quelles que soient les échéances, un pays continue de vivre et l'État doit fonctionner. La question nous intéresse parce qu'habituellement, à l'approche des élections, l'administration piétine, tout le monde va en campagne avant l'heure et puis le pays est un peu bizarre. Et ça explique même les raisons qui ont fait que nous avons découplé les élections. Nous sommes en train de venir aujourd'hui pour analyser un peu le contexte qui permet tout cela aujourd'hui. Eh bien, nous allons tout de suite aborder le premier sujet. Récemment, il y a seulement quelques semaines, il y a 20 jours, les députés à l'Assemblée nationale ont voté une loi, la loi 2025-09, portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin. Je ne suis pas trompé. C'est bien cela. C'est une loi qui était attendue parce que tout le monde voulait qu'on organise mieux la chefferie traditionnelle parce qu'on estimait qu'il y avait trop de rois telets, de faux rois et tout. Mais la loi est venue et il y a beaucoup de remous. Qu'est-ce qui peut expliquer cela?
Trop de remous, je crois que bon, de toute façon, qu'elle soit venue ici maintenant, demain ou après-demain, il y aura toujours des remous, il y a toujours des gens qui vont trouver que c'est trop vite venu ou c'est trop tard et que c'est à des fins électoralistes. À ce niveau-là, moi je dis, il vaut mieux tard que jamais. Si c'est maintenant qu'il faut réviser cela, il faut le faire. J'ai souvenir que avec le professeur de Persona, il est décédé depuis quelques années, professeur Félix Hiroko, Oui. nous avons porté cette réflexion-là sur, j'en ai beaucoup discuté avec lui, et nous avons porté la réflexion sur, mais qu'est-ce que la chefferie traditionnelle au Bénin? Il fallait redéterminer un peu ce que c'est, parce que il y a des rois un peu partout, vous les avez appelés roitelets, hein, voilà, il suffit de mettre 10 personnes, c'est en fait de grands chefs de famille, quoi, qui se font rois. Donc le terme de roi est un peu galvaudé. Et nous parlions beaucoup de ça. Malheureusement, le professeur Félix Hiroko, éminent historien, nous a quittés. Mais les choses étaient dans les tuyaux. Aujourd'hui, que l'actuelle présidence de la République décide d'aller un peu plus loin, il était temps. Il était temps, effectivement, de réorganiser tout ça pour qu'on sache qui est qui et qui fait quoi. Bon. Et puis, on sait aussi que le principe de gouvernance basée sur la démocratie à l'occidentale, ça ne nous convient pas beaucoup, ça ne marche pas beaucoup. On est là greffé sur des situations qui ne nous conviennent pas. Vous avez des chefs incontestés, incontestables, etc., etc. Donc, il est temps de réfléchir je vais mettre des guillemets, à ce qu'on appelle des valeurs intrinsèques, ce qui nous oblige. Prenez par exemple dans toutes les familles au Bénin, quand vous êtes d'art quelque part, je ne sais pas qui va contester votre autorité. Quand vous êtes un chef de collectivité, je ne sais pas qui va contester votre autorité. Personne. Voilà, personne. Donc, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir, je pense que c'est l'esprit même de cette loi, il faut réfléchir à comment organiser la chefferie pour que ce ne soit pas quelque chose qui vive à côté de l'État. Il faut confondre les deux. Parce que pour l'instant, vous avez la chefferie qui est une chose à part, et puis vous avez l'État, une chose à part. L'État qui est souvent considéré comme un principe occidental, et nos chefferies qui fonctionnent à côté. Donc à un moment ou à un autre, il y a un entrechoc. Ça ne marche pas. Donc il faut revenir à une situation, pas hybride, mais bon, une situation qui essaie de concilier un peu les deux pour que ça puisse aller. Donc cette loi qu'elle vienne maintenant à la veille des élections ou pas, bon, moi j'ai rien contre, il faut avancer de toute façon. Ce n'est pas parce qu'il y a des élections à venir que l'État va arrêter de fonctionner. Est-ce que selon vous, cette loi votée par la majorité présidentielle n'a-t-elle pas des insuffisances? Et il y aura forcément, rien n'est parfait, il y a forcément des insuffisances et l'opposition serait bien inspirée de participer à ça. Parce que tout n'est pas de contester, quoi. C'est vrai que l'opposition, son rôle, c'est de s'opposer. Hein, mais bon, mais il faut s'opposer aussi raisonnablement. Donc si s'oppose et apporte de l'avancée dans les choses, moi je suis d'accord. Donc qui s'oppose réellement, mais bon, refuser tout, ça n'a aucun intérêt. Parce que, bon, de toute façon, il faut que ça se passe. Il faut que ça se fasse. Donc, il faut participer en refusant, en mettant ses points, etc. Mais il ne faut pas que ce soit des points de blocage ou des points pour faire diversion. Voilà. Oui, Talon fait ça avec son équipe, c'est pour, je ne sais pas quoi, mais bon, l'État continue de fonctionner, l'État ne va pas s'arrêter parce qu'il y a des élections. Oui, ben moi j'ai entendu des commentaires au sujet de cette loi qui a été votée. J'ai entendu quelqu'un dire que on a parlé de chefferie, Ouida n'a pas de chefferie. J'ai lu sur la toile des commentaires par rapport à des royaumes qui déploraient le fait qu'il n'ait pas été pris en compte. Comment s'il faudrait recolmater ces brèches? Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à l'histoire, faire recours vraiment à l'histoire, ce qui a eu de traçabilité? Parce qu'on peut remarquer que certains royaumes n'existaient pratiquement plus à l'arrivée du colon, parce qu'ils étaient déjà assujettis à d'autres royaumes. Mais le colon, pour pouvoir dominer, et aller les ressusciter pour combattre les autres, et ça a créé quand même beaucoup d'envie. Comment est-ce qu'on peut régler subtilement ce genre de questions pour que ce ne soit pas l'autre frein à notre développement? Alors, il faut dire que notre histoire, nous la connaissons très mal. L'histoire n'est pas enseignée. Alors chacun y va de son anecdote
pour faire une république, pour faire une nouvelle république. Chacun va de son anecdote. Il faut accepter que le royaume central qui a donné son nom à ce pays au départ, c'était le Dahomey, c'était le royaume. Et puis maintenant, il y a la république du Dahomey. Donc c'est parti de là. Bon, maintenant, dans le Dahomey, il faut voir tous ces petits royaumes vassaux d'Abomey qui existait. Mais comme l'histoire est toujours très mal faite et que nous n'acceptons pas que les choses soient ainsi, chacun, avec l'arrivée de l'administration coloniale, a voulu dire, je suis roi, je suis un royaume indépendant, je suis ci et ça. Non, il y a quelques grands royaumes, ce n'est pas si insultant que ça de dire qu'on était des royaumes vassaux. Et si vous prenez Corvée, Agony et compagnie, c'était des royaumes vassaux. Et quand vous remontez même un peu vers Dassa et compagnie, ce sont des royaumes vassaux. Bon, maintenant, celui de Savalou va dire j'étais le chef incontestable, pourquoi pas? Mais bon, il faut avoir une réflexion. Moi, je n'ai pas de religion dans cette affaire-là. Il faut accepter les choses, mais il faut redéfinir l'histoire. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de royaume à Ouida. Oui, Ouida était une création, mais il n'y avait pas assez. Hein? Et puis il y avait les Ouida qui avaient sa vie, etc. Et bon, ils avaient mais c'était des royaumes vassaux d'Abomey. Oui. Donc il faut accepter ça. Or, ça ne diminue en rien la valeur des choses. Et on est ce qu'on est. Porto Novo, c'était un truc à part. Oui, c'était un truc à part qui, eux, avaient préféré signer des accords quand Béhanzin disait non pour le port de Cotonou, etc. Bon, ça, c'est leur histoire. Et Kétou, un peu plus haut, etc. Ben, Sakété va vouloir exister alors que c'était dans une nation Nango. Oui. Et voilà, ainsi de suite. Et ça va monter comme ça jusqu'à Savé, où Kétou va dire, oh, je suis indépendant de Savé, il ne faut pas croire. Et Sakété va dire pareil, etc. Alors que Savé, si on remonte au Savé, en continuant comme ça sur l'ouest, on va prendre les Idacha un peu, et puis on va aller même jusqu'au Togo, à Tapamé. Oui. Ben, voilà. Donc toute cette nation Nango, après, est séparée. Mais chacun veut être roi chez soi. Et vous prenez les Mina, entre les Guin. La grande famille Guin, ils ont, il y a des rois dans toutes les communes. J'ai assisté il y a 2-3 ans à l'intronisation d'un roi. C'était une très très belle fête. Écoutez, si tu es roi de 300-400 personnes, c'était beaucoup. Hein. Et voilà, il est roi. Voilà, donc il faut redéfinir ça. C'est de ça dont je parlais d'ailleurs avec le professeur Hiroko. C'est quoi être roi? Voilà, c'est quoi être roi? Il faut redéterminer ça. Et vous avez par exemple chez les Batonou et Aniki le vrai principe des choses. Aujourd'hui, ils ne disent plus chef supérieur, ils disent l'empereur Batonou Aniki. Et ils ont raison. Parce que là, c'est le roi des rois. Parce que là, vous avez à Parakou un roi, vous avez à Bembereke un roi, vous avez à Ndali, non, on va trop loin, vous avez à Ndali un roi, vous montez à Kandi, au niveau de Gamia, vous avez un roi, vous allez du côté de Segbana, vous avez un roi, Banikwara, vous avez un roi, et ils ont ce que les Français ont appelé le chef supérieur, qui est Aniki. Mais il n'est pas chef supérieur, il est roi des rois. Donc il est empereur, et je valide complètement cette manière de faire des Batonou aujourd'hui, qui ne veulent plus qu'on les appelle Bariba, et ils ont bien raison. Oui. C'est les Batonou. C'est péjoratif. Et voilà, c'était très péjoratif. Donc voilà, maintenant, le royaume central est Aniki, avec tous les autres rois, qui ne sont pas des rois telets, qui sont des rois, mais qui font allégeance au trône central de Niki. Voilà, déjà eux, on peut prendre l'exemple sur eux pour reconstruire un peu l'idée de roi, l'idée de royauté et comment on est roi. Voilà, et c'est très gênant. Non, mais la loi a fait quand même différenciation. Il y a eu les royaumes, les chefferies traditionnelles, et puis je crois qu'il y a 3 catégories. Coutumières. Oui, c'est un début. C'est un début. Moi, je ne vais pas leur jeter la pierre. C'est un début. Ça permet comment on va sarcler un peu. On va nettoyer un peu et on va avancer. C'est pas coulé dans le béton. C'est pas figé. Hein, c'est pas figé. Ça va évoluer. Et ils ont bien raison de dire la chefferie traditionnelle. La chefferie traditionnelle. Et puis, après, quand il y a collectivité, les machins, les tailles ici, oui, on connaît ça, quoi. Donc, c'est bien d'avoir déjà mis des balises. Voilà, mettre des balises. Et à l'intérieur, on va affiner jusqu'à peaufiner quelque chose de propre. Donc, pour moi, c'est un bon début. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec le professeur Arif Bako qui dit qu'il y aura
Plusieurs relectures. Et comment? Parce que rien n'est définitif. Ok. Rien n'est définitif et on va dire, oh, ceux qui sont là ont complètement raison. Non, 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 ils viennent tout simplement de lancer les premières pierres. Voilà, voilà la base, le canevas. Maintenant, on va essayer de bien tricoter pour mettre quelque chose de propre au point pour que ça ne soit pas n'importe qui. J'ai même vu quelque part dans Cotonou vers quoi, la Roi des Rois. Bon, ouais. Il faut arrêter. Moi, je ne le connais pas. Je sais bien que je m'intéresse beaucoup à ce milieu, mais je ne connais pas le Roi des Rois qui siège à Papa. Et que sur sa voiture, Roi des Rois. Une grande voiture. Vous le connaissez-vous? Je l'ai suivi pour aller voir où il est. Et j'ai vu, vers PK6 ou je sais pas quoi. Oh, c'est malheureux. Mais il se fait plaisir. Hein. Et quand il est en pleine... Là, je vais pas lui faire injure de dire ça, mais bon, j'espère qu'il ne nous suit pas. Mais enfin, en pleine chaleur comme ça, il sort avec des tenues lourdes, avec de l'or accroché partout. Bon, enfin bon. Après, ça fait folklore. Il faut arrêter ça. D'accord, merci Monsieur Didier Samson. Nous allons continuer cet entretien. Il y a eu une autre action quand même remarquable dans la République très récemment. On se rappelle, en novembre 2024, le gouvernement, à travers l'Agence de développement des arts et de la culture, a lancé un fonds, le FDAC, le Fonds de développement des arts et de la culture. Le sigle est le même que l'ancien, et ce qui était le Fonds d'aide à la culture. Et nous remarquons que depuis l'arrivée du président Talon au pouvoir, après que l'ancienne structure ait disparu, après presque 8 ans de disette, et finalement ça se met en place et des appels ont été lancés. Et apparemment, il y a même eu, des résultats sont sortis. Et finalement, en fin de mandat, il y aura encore un peu d'argent injecté dans la culture. Et cette actualité fait quand même jaser dans le milieu culturel. Beaucoup attribuent cette action juste à des faits électoraux. Oui, ouais. Il y a toujours des gens qui vont dire ça. C'est normal d'ailleurs qu'on dise ça. Parce que faire ça en fin de mandat, on va dire, ouais. Mais moi, je dis même, jusqu'au dernier jour, il faut qu'il injecte encore de l'argent dans la culture. Parce que notre identité, c'est dans la culture. Maintenant que les gens trouvent que c'est électoraliste, etc., ben, écoutez, moi, tant qu'on a de l'argent à prendre pour alimenter la culture, moi, je suis d'accord. Hein. Et même jusqu'au dernier jour de son mandat, et si on trouve encore un petit 10 000 francs à mettre dans la culture, ben, moi, je suis d'accord. Hein. On ne va pas dire, non, je ne veux pas prendre parce que c'est électoraliste. Attends, où va-t-on là? Si, il faut prendre. Et, parce que ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Non, il faut mettre, on n'a pas suffisamment mis dans la culture. La culture étant notre identité. C'est à travers ça. Vous savez, quand on a fait les Vaudou Days, on fait les Vaudou Days, c'est très bien. Mais les Vaudou Days, c'est pas seulement Cassave. Hein? Aucunement. Bon, c'est plein de choses. Et donc, c'est remettre en lumière toutes ces valeurs traditionnelles, les dépoussiérer aussi un peu. Hein. Je ne veux pas dire qu'il faut tout exhumer et les subir. Hein. Il faut dépoussiérer un peu. Mais bon, on a besoin d'argent pour ça. Hein, a besoin d'argent pour ça. Et donc, si le gouvernement actuel met de l'argent jusqu'au dernier jour de son mandat, moi, je suis preneur. Hein. Oui, parce que la culture a besoin de fonds. Souvent, c'est un peu à fond perdu. Mais attention, l'identité d'un pays n'est pas monnayable. Hein? L'identité d'un pays n'est pas monnayable. Donc, on ne va pas dire j'ai investi dedans et puis j'attends des retours. C'est vrai qu'en tourisme, on va attendre un peu de retour sur investissement. Mais alors là, se valoriser. Regardez, les œuvres spoliées qui sont rentrées, on a besoin de les mettre quelque part. Oui. Donc, le musée va bientôt sortir de terre, etc. Une bonne conservation. Et permettre au public de quand même. Il faut des gens qu'on va former, etc. Cet argent-là se trouve où? Mais s'il crée une fondation, s'il crée des choses pour mettre de l'argent dedans, que ce soit la veille de l'élection ou pas, moi, s'il y a 10 000 francs à prendre, il faut prendre. Oui, d'accord. Il y a un autre corps de métier qui n'a pas été trop verni non plus pendant cette gouvernance, c'est le nôtre. Oui. La presse, avant ce gouvernement, il y avait l'aide de l'État privé et l'aide de l'État à la presse privée qui permettait quand même aux organes de presse privée de suivre plus ou moins, de régler certains problèmes. Et ça a disparu. Bon, à la veille de la fin de ce mandat, l'annonce est faite que l'aide va revenir.
Comment est-ce qu'on peut interpréter Il cette faut, décision? moi, quand il y a de l'argent à prendre pour susciter ou encourager quelque chose, 10 000 francs, je prends. Écoutez, nous avons connu dans notre métier des moments où la presse n'a pas été soutenue, n'est-ce pas? Oui. Bon, maintenant, ils nous disent qu'ils veulent soutenir la presse. Pourquoi on va aller chercher derrière des explications politiques ou je sais pas quoi? Non, et après on prend, point. Et la presse a besoin de ça. Moi, je suis très pragmatique là-dessus. La presse a besoin de fonds. Donc, il faut quasiment même refaire les états généraux de la presse hein, et pour savoir ce que c'est. Aujourd'hui, regardez la FM. La FM n'a qu'à Porto Novo et encore, et à Cotonou, quoi. Oui. Bon, alors, qu'est-ce que ça empêche de faire un redécoupage sur la FM et qu'il y a une nouvelle redistribution sur la bande de 88 à 107, une nouvelle redistribution à Abomey, une nouvelle redistribution à Parakou, une nouvelle redistribution à Djougou, à Nati, etc. Parce que moi, j'ai un problème. Hein. Moi, j'ai un gros problème. Et je suis formateur aujourd'hui dans certaines institutions, dont la nôtre, ici à USAE. Nous formons pas moins de 100 étudiants en journalisme tous les ans. Ils vont où? Ils vont où? Nous avons 2-3 radios, 2-3 télés, ça va où ça? Et puis les journalistes qui sont déjà installés, ce n'est pas des denrées périssables, ils sont là pour 30 ans jusqu'à la retraite. Bon, donc où est-ce qu'on met les journalistes? Il y a la TNT. La TNT, je suis désolé, la TNT est mal gérée. L'esprit de la TNT n'est pas respecté. La TNT est à la télévision ce que la FM est à la radio. C'est-à-dire qu'on peut créer des télévisions locales partout. Tous les 50 mètres, on peut créer une télé. Tous les 100 mètres, on peut créer une télé. Donc, créons des télés. Je veux, moi, qu'il y ait une télé de Boycon. Je veux, moi, qu'il y ait une télé à Vrancou. Je veux qu'il y ait une télé à Djourou. Je veux qu'il y ait une télé à Bopa. Hein, etc., etc. Remontons à Djougou, remontons à Waké, remontons à Dompago, remontons à Perma, à Nati Tengu, à Tangueta, à Segbanak, Banikora, Kwande et autres Kandi. Il faut qu'il y ait des télés partout. Et donc, l'esprit de la TNT n'est pas respecté. Il faut refaire ça. Il faut revisiter la philosophie de la TNT. Et je répète encore une fois pour les bonnes oreilles qui vont nous entendre, que la TNT est à la télévision ce que la FM est à la radio. Ils utilisent les mêmes principes, c'est-à-dire ce que nous avons tous vu à l'école, les ondes hertziennes. Les ondes hertziennes mises en son, les ondes hertziennes mises en son plus image. Point final. La technologie, nous l'avons. Nous avons un peu peut-être en retard de rien du tout. Nous avons cette technologie. Il faut juste de la volonté politique de le faire. Et si aujourd'hui, le gouvernement actuel veut injecter de l'argent dans la presse, mais moi j'applaudis. Je dis, mais il était temps, mes chers amis. Il était temps. Voilà. Parce qu'on sait que, qui lit aujourd'hui au Bénin? Qui lit? Qui lit? Personne. Personne ne lit. Ce que soit, d'ailleurs... les gens lisent beaucoup sur Internet. Ben voilà, donc c'est là qu'il faut investir. Et quand on dit un quotidien, vous savez, bon, ben, on enseigne ça. Quand un quotidien au Bénin, ça sort combien de fois? En principe, un quotidien, c'est tous les jours. Tous les jours. Ça sort au 3 moins jours. Tous les 5 jours, au moins tous les 5 jours. Ça sort 3 jours. Au moins du lundi au vendredi. Ouais, Mais là, minimum. ça. Mais non, soit 3 fois par semaine. Voilà, pour être un quotidien. C'est pas sérieux. Voilà. Donc, personne ne lit. Et puis, qui achète? Mais moi, je veux voir qui sort 150 fois, 350 fois, tous les matins à un journal. Ça n'existe pas. Donc, quand les journaux sortent, on va déposer dans les institutions. Et puis après, Darwawi va faire une revue de presse enflammée. Et puis, sur les journaux télévisés et autres radios, on va faire des revues de presse qui ne ressemblent à rien, parce qu'il n'y a rien à dire. Et puis, tout le monde... Non, il faut investir là où c'est porteur. Là où c'est porteur, à votre avis, que faut-il faire pour redonner vraiment une nouvelle vie à la presse béninoise? Je n'ai pas de recette, mais il faut demander aux professionnels de parler de leur métier. Et moi, j'aime pas que des gens qui ne sont pas du métier parlent au nom des journalistes. Non, moi, je ne suis pas médecin, je ne vais pas aller parler au nom des médecins. Donc, moi, j'interdis aux gens qui ne sont pas journalistes de venir nous donner des leçons de journalisme. Non, chacun son job. Maintenant, vous pouvez avoir un cadre. Vous pouvez avoir un cadre. Vous pouvez dire, bon, attendez, n'allez pas à certaines limites, vous devez fonctionner comme ci, comme ça, je suis d'accord. Mais ne pas donner des leçons de journalisme. Donc, et moi, je les appelle tout simplement à revoir la philosophie des choses. La TNT, pardon. Moi, je forme au moins 100 journalistes par an. Pardon, où est-ce qu'on les met? Les métiers de l'audiovisuel. Où est-ce qu'on les met? Les monteurs, les caméramens, où est-ce qu'on les met? On fabrique des chômeurs.
Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Et si la Web TV, comme la nôtre aujourd'hui, c'est ça qui marche, investissons là. Investissons dans c'est les web radios, c'est sur le net que les choses se passent aujourd'hui. Mais allons-y, allons-y. Et je vous assure que en créant des télévisions locales, en créant des radios locales, mais ça suscite une économie locale. Si vous créez une télévision à Kandy et que ça ne se regarde qu'à Kandy, mais pourquoi les investisseurs de Kandy ne mettraient pas de l'argent dedans? Et la FM, c'est un spectre de 60 km. Quand vous êtes GAE ou bien quand vous êtes Frisson Radio, vous n'allez pas plus loin. Vous n'allez pas plus loin que 60 km. Mais mettons ce principe en branle et faisons une autre définition à partir d'Abomey pour la FM dans le zoo et dans les collines et ainsi de suite. Et vous allez voir que nous allons... Moi, c'est juste un problème. Je veux recaser des journalistes que nous formons. C'est tout. D'accord. Vous voulez éviter le gâchis? C'est un super gâchis actuellement. Et gâchis, c'est le mot qui a été évoqué récemment par un chef de parti. Il a dit que l'audit du fichier électoral était un grand gâchis. Bon, oui, ça dépend de ce qui... Maintenant, je vous rejoins, ça dépend de ce qu'on appelle gâchis. Ça dépend de ce qu'on appelle gâchis. Écoutez, revisiter le fichier électoral. Moi, je ne suis pas partisan. Hein. Donc, vous êtes contre la relecture du fichier électoral? Non, je suis pour. Non, vous n'êtes pas dans un parti politique. Non, je ne suis pas dans un parti politique. Donc, je suis pour. Mais attendez, les choses évoluent. Hein. Il y a des gens qui sont morts depuis. Sinon, si on continue comme ça, les morts vont voter. Hein. Parce qu'on n'a pas l'habitude de déclarer les morts au Bénin comme ça. Même si la loi peut réprimander, on en connaît plein qui meurent et puis bon, c'est silence radio. Voilà. Donc, dans un gros système de refonte, nous sommes dans la revisitation, si je puis dire, oui. de ce que nous appelons notre état civil. Nous allons revoir ça. Et justement, on revient à la première question, la redéfinition des chefferies, la redéfinition de la gouvernance locale amènera davantage à en savoir plus sur les naissances et les décès et comment les collectivités sont organisées et comment on ne déclare pas, comment on déclare, etc. Donc, il est normal qu'on revisite les fichiers électoraux et le gâchis, je sais pas ce qu'on appelle gâchis, mais bon, peut-être qu'ils disent qu'on a mis trop d'argent pour peu de choses. Bon, et que c'est pas bien fait. Oui, d'accord. Mais je crois qu'il a évoqué une question de timing. Il estime que ce n'était pas le bon moment parce que les fichiers n'existeraient pas. Est-ce qu'il faut un timing pour le faire? Écoutez, avant les élections, oui, il a certainement raison aussi là, hein, que le timing est mal choisi. Mais bon, c'est quand le mauvais moment et c'est quand le bon moment. Non, il faut savoir où on met le curseur. Bon, si c'est maintenant qu'on le fait, faisons-le. Et puis, si on est dans l'opposition, critiquons pour que ça s'améliore. Mais on ne fait pas un blocage. On critique. Mais on permet que ça puisse évoluer. D'accord, ok. D'accord, nous avons déjà épuisé une bonne partie du temps qui nous a imparti. Oui, mine de rien, on a abordé pas mal de sujets. Et là, le Bénin ne vit quand même pas à vase clos. Hein. Non. Le Bénin est dans le Conseil des Nations avec des accords bilatéraux, multilatéraux et tout. Et bien, il se fait que nous sommes en mars et 3 jours en arrière, c'était le 20 mars. Le 20 mars, c'était la journée internationale de la francophonie. Exactement. Et cette année, elle a été marquée par le retrait de 3 nations juste à la veille de cette célébration. Et quel commentaire avez-vous à ce sujet? Oui, bon, c'est dans la logique hein, de ce qu'ils font jusque-là, hein, les fameux AES, là. Hein. Bon, les fameux. Oui, les fameux. Pourquoi vous les traitez de fameux? Mais parce que c'est des putschistes qui sont au pouvoir. Moi, je suis contre un truc, hein, c'est pas parce que vous avez une Kalachnikov que vous êtes plus intelligent que moi qui ai un stylo. Et pour l'instant, c'est ça. OK? Bon, quand ils mettent la Kalachnikov, ils tirent dans tous les sens et puis on dit, ah, c'est vous les plus intelligents, donc ils s'asseyent au pouvoir. Et puis ce sont eux qui réfléchissent à notre place. Non, pardon. Vous avez l'exemple du Mali où ils ont décidé que, bon, on est des putschistes peut-être, on a pris les armes pour avoir le pouvoir, mais nous allons travailler avec des civils pour vous montrer que nous sommes des militaires réfléchis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Choguel Maïga, il est où aujourd'hui? Bon, voilà, il a été déposé. Donc, non, c'est pas parce qu'on est armé avec des balles réelles qu'on tire dans les gens qu'ils sont plus intelligents. Non.
Premier point. Deuxième point, ils ont choisi à partir du 20 mars pour quitter, c'est symbolique, hein, pour quitter la francophonie, mais parce que l'Organisation internationale de la francophonie les a suspendus aussi. Oui. Donc, vous me suspendez? Ah ben très bien, je m'en vais. Oui, bon, voilà. Et en plus, vous avez quelques personnes, allez, on ne va pas faire un jure à ces gens-là, monsieur de petites gens qui vont se mobiliser, sortir dans les rues et sortir le drapeau russe. Mais c'est quoi ça? Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Mais donc, sortir de la francophonie, pourquoi pas? Oui, mais est-ce que cette sortie n'aura-t-elle pas un impact géopolitique sur l'avenir des pays? Non, pas plus que ça. Vous savez, l'OIF, c'est un peu politisé. Hein, mais bon, c'est un peu politisé. Parce que il faut revenir en arrière. En 1970, 3 chefs d'État, c'est ça aussi l'ironie. 4, je crois. Hein. 3, et les 4e sont venus. Amani Diori, Oui. du Niger. Oui. Et la francophonie est née à Niamey. Hein. Oui. Bon, Amani Diori du Niger, Habib Bourguiba de Tunisie et Léopold Sédar Senghor du Sénégal. C'est le roi du Comore aussi, je crois. Oui, oui, bon, c'était... Non, c'était Norodom Sihanouk, Oui. qui était prince héritier de Thaïlande. Voilà, parce que c'était l'Indochine, Oui. qui s'est associé parce qu'il y avait un coup d'État chez lui et était réfugié en Guinée chez Sékou Touré. Bon, voilà. Donc, celui-là vient, c'était Norodom Sihanouk. Oui, Bon, Norodom Sihanouk. il rejoint le groupe, mais ce groupe formé par 3 chefs d'État, Oui. dont En exercice. dont le président du Niger, pour créer en 1970 à Niamey l'ACCT. Il faut revenir à ça pour comprendre ce que c'est. L'ACCT, l'Agence de coopération culturelle et technique. Ça veut dire que nous sommes en 1970, 10 ans après les indépendances. Donc nous n'avons pas de cadre. Nous n'avons pas de cadre, à part le Bénin, le Dahomey à l'époque, qui mettait ses cadres partout. Donc le Niger, il n'y avait pas de cadre. Les autres pays n'avaient pas de cadre. Donc l'ACCT, l'Agence de coopération culturelle et technique, envoyait ce qu'on appelait des coopérants. Donc, les Québécois étaient là, les Français étaient là, tous ceux qui étaient francophones, et on échangeait culture et technique. Voilà. Et donc, il y avait ce brassage-là. Donc, ça a été créé aussi pour susciter, il fallait des professeurs de français. C'est-à-dire, et on dit, tous ceux qui ont en partage la langue française, en partage la langue française. Donc, ce n'est pas une promotion du français de France. La preuve en est que aujourd'hui, vous avez Andjaye, qui est un mot complètement ivoirien, sorti d'Abobo et compagnie, et qui sont dedans. Et vous avez le Sénégal qui a fait rentrer un mot parce que les journalistes sportifs sénégalais disaient compétir. Le mot n'existe pas en français. Compétir. Mais quand vous prenez ça, se décline normalement comme un verbe de second groupe. Oui. Qu'est-ce que fait l'Académie française? Elle intègre le mot compétir. Les Congolais qui étaient zaïrois à un moment disaient ambiancer. Ambiancer. Ben, on utilise ça partout. Et on voit que ambiancer répond parfaitement aux règles grammaticales de la langue. Aujourd'hui, c'est dans le dictionnaire, ça, ambiancer. Vous avez le gari qui est dans le dictionnaire. Vous avez le vaudou qui est dans le dictionnaire. C'est ça, avoir la langue française. Et le zem déjà. Le zem le zem. Vous savez, il y a toujours une période probatoire. Oui. Quand le zem peut rentrer. Oui. Parce qu'aujourd'hui, en Guinée, on dit zem. Aujourd'hui, au Mali, on dit zem. Au Togo, on dit zem. Donc, c'est voir. Alors, quand les pays font la demande, même s'il ne faut pas la demande, l'Académie française regarde si ça insiste, si ça pousse, et que c'est la période probatoire de 10 ans, hop, on le met au dictionnaire. Mais on le met au dictionnaire d'usage. Okay. C'est le Larousse, c'est le Petit Robert, c'est du dictionnaire d'usage. Encore une petite période, ça s'affirme, mais ça passe directement dans la langue, et désormais, donc, c'est comme ça que ambiancer, compétir, et enjailler, etc., sont complètement rentrés au dictionnaire. Vous avez les mots comme le toubib, pour dire médecin, mais c'est arabe. C'est rentré dans le dictionnaire, etc., etc. Donc, c'est ça. Ceux qui ont en partage la langue française. Il ne faut pas forcément y voir de la colonisation, etc. Bon, maintenant, le Burkina, le Mali
et le Niger ont choisi symboliquement cette date-là pour quitter. C'est pour marquer les esprits. Ils marquent leur indépendance, ils veulent marquer leur souveraineté. J'ai rien contre. Mais bon, une fois encore, c'est pas parce qu'on est militaire qu'on est plus intelligent que les civils. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'influence de l'OIF au Bénin aujourd'hui? Il n'y a pas beaucoup d'influence. En fait, c'est avoir la langue française en partage. C'est souvent des professeurs, c'est souvent les conteurs, etc. Donc, quand on utilise le français, pour raconter des contes de Swahili, pour raconter des contes Bambara, etc. On utilise la langue française. Vous voyez par exemple en 1970, lorsque la CCT est née et qu'on a construit de petites choses autour, il y avait le concours du théâtre. Oui. Hein, le concours international du théâtre. Et qui a eu le premier francophone. Oui, et qui a eu le premier prix du théâtre. C'était Kondo le requin de Jean Pliat. Oui. Voilà. Et puis après, il y a Marmite de Kokambala de Obenga et du Congo. Et voilà. Voilà. Et donc, ça permet quoi? Ça permet tout simplement, quand on dit le théâtre francophone avec Kondo le requin, aujourd'hui, vous dites dans les milieux artistiques ayant le français en partage, vous dites Kondo le requin en Guinée, on peut vous dire que c'est bien ça. Mais voilà, c'est ce à quoi ça sert. Et ça permet également, et qui a donné ce prix, c'était également le prix de Radio France et de RFI. Et donc, ils sont obligés d'en parler. Et pourtant, aujourd'hui, n'ayant pas notre histoire très bien construite, Kondo le requin qui n'est qu'une histoire romancée, parce que le fameux discours de Béhanzin, le discours d'adieu de Béhanzin, qui était là? Qui était là et qui a écrit ça. Voilà, donc c'est une histoire complètement romancée, c'est une belle histoire, et en plus ça nous rend fiers, donc c'est très bien, mais ça a rendu visible Kondo le requin, sauf que les Béninois en ont fait l'histoire de référence. Or c'est un roman. Jean Pellier, avant son décès, en fait la confession. Mais bon, c'est pas grave, mais voilà, donc aujourd'hui cette histoire est connue. Quand on dit les bouts de bois de Dieu de Saint-Ben Ousmane, et quand on dit le paille noir, etc., tout ce que Bernard Dadier et consorts ont écrit, mais c'est grâce à ça, mais c'est la francophonie. C'est la francophonie. Ça me permet, écoutez, je parle fond, vous parlez Bambara. Allez, les histoires Bambara, comment je les saurais? Mais le français. Et si on veut une langue africaine, moi je suis d'accord, si c'est Yoruba, on parlera Yoruba, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, c'est le français. Même dans notre propre pays, très belle Miss, vous êtes de culture Nago. Tu comprends Aoussa de Malanville? Non. Donc tu parles français. Mais voilà, donc il ne faut pas voir de la colonisation dans tout. Si ça a participé, ben maintenant il faut s'en émanciper et en faire maintenant un outil. Et non continuer de ressasser les mêmes choses. Ça devient fatigant, quoi. Alors, Didier Samson, dites-nous si Calès le permet, bien sûr. Est-ce selon vous la francophonie politique et diplomatique a un avenir? Francophonie politique, il faut oublier ça. Francophonie diplomatique, un peu. C'est parce qu'il y a la francophonie politique que justement nous sommes arrivés à ces extrêmes là où le Burkina, le Niger et le Mali peuvent partir. Mais voilà, il ne faut pas politiser ces choses-là. Restons sur les valeurs culturelles. Voilà. Et revenons à l'esprit agence de coopération culturelle et technique. Justement, vous avez complètement raison de dire que l'avenir politique en francophonie, non. La CEDEAO a essayé. La CEDEAO a mis devant la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À un moment, c'était les accords 97, les accords 93-97, etc. On trouvait que si on veut avoir un développement économique, il vaudrait mieux que nous ayons une stabilité politique. Et la CEDEAO a oublié qu'elle était au départ économique. Et c'est politisé. Aujourd'hui, ça explose de partout. Voilà. Donc, chacun doit revenir à ses fondamentaux. Les fondamentaux de l'OIF, c'est la langue française en partage, avec une bonne coopération culturelle dans l'esprit de l'ACCT. Pardon, revenons derrière ça. Et je vous invite, les internautes, donc, je vous invite à aller lire les discours fondateurs de, je crois qu'il s'appelle Dankulodo Dandiko, qui était le premier secrétaire général de la francophonie, un Nigérien
Dan Kulodo, Dan Diko. Il faut aller lire son discours fondateur. Moi, j'ai encore ça en tête. Hein. Depuis 1970, j'ai encore ça en tête. Alors, j'invite ces internautes vraiment à faire ça. Hein. Et puis les journalistes, là, vraiment, je vous invite à faire ça. Moi, j'étais en 5e, 6e. Et j'ai ça encore en tête. Le discours de Ousmane Dan Kulodo Dan Diko. S'il vous plaît, relisez ça. C'est un discours fondateur de la francophonie. Tout y est. Monsieur Didier Samson, je vais vous dire infiniment merci. Mais c'est moi qui vous remercie de pour avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Merci pour avoir entretenu nos amis internautes. Je retiens, maître mot de vos propos de ce matin, revenir aux fondamentaux. Revenir aux fondamentaux quand nous parlons de notre culture. Revenir aux fondamentaux quand nous parlons de la chefferie traditionnelle. Revenir aux fondamentaux quand nous parlons de notre culture et y mettre ce qu'il faut pour la financer, la faire connaître parce que ça n'a pas de prix. Absolument. Revenir aux fondamentaux quand il s'agit de construire notre nation. On peut construire les routes à tout moment, ne pas les lier à l'élection, mais savoir que de façon fondamentale, nous en avons besoin. Revenir aux fondamentaux quand il s'agit de financer la presse béninoise qui est plus ou moins dans des moments difficiles aujourd'hui et qui a besoin d'un nouveau souffle. Revenir aux fondamentaux quand nous parlons de la francophonie, oublier la politique, revenir à l'esprit de l'ACCT, coopération culturelle et technique qui était la base et qui a fait prospérer la francophonie jusqu'à l'adhésion des pays qui n'étaient pas forcément francophones. Mais aujourd'hui, selon vos propos, la politique est en train de détruire non seulement la francophonie, mais également la CEDEAO. Absolument. En ces termes, je résume vos propos. Vous avez tout parfait. Je n'ai plus rien à dire. Tout est dit. Merci infiniment, monsieur Didier Samson. C'est moi qui vous remercie. Merci à toi, Nasrine Fatoumbi, pour m'avoir aidé à conduire cet entretien. Je vais dire un grand merci à Charbel Canefort qui est derrière la caméra. Merci à mon ami Ulrich Amegampoué. Merci à mon ami Romao. Merci à toute l'équipe technique derrière la baie vitrée qui ont permis la réalisation et la diffusion de cette émission. Infiniment merci. Je vous souhaite un bon dimanche, une excellente semaine et à très bientôt sur Ezra TV. Ciao.